Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Elle avait un poids normal à sa naissance. Et puis des semaines après, le phénomène de surpoids s'est installé. La négligence et même quelques notes d'ignorance des parents ont favorisé le développement de la masse corporelle de la jeune dame qui a essuyé la plus grosse honte du monde, elle le dit, depuis sa naissance. Sur ses 29 ans d'âge, le cas social de ce soir pèse pratiquement 195 kg. Je l'ai dit, 195 kg. À côté des démarches engagées pour sa prise en charge, qui s'avèrent infructueuses jusqu'ici, elle peine à oublier le plus grand ou la plus grosse déculottée même de sa vie, la déception amoureuse. À cause de sa masse de 195 kg, elle a perdu l'amour vrai. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Regard social. Elle est sur ce plateau, elle n'est pas seule, elle est avec son papa et même sa petite sœur. Vous aurez l'occasion de découvrir. Armelle, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes âgée de 29 ans Oui. et vous pesez 195 kg. Oui. Comment vous vous sentez? Je me sens pas à l'aise. Donc quand je m'assois comme ça, je me sens toujours mal. Quand je marche, je me sens toujours mal. Je n'arrive pas à travailler aussi comme les autres. Je n'arrive pas vraiment à travailler, même pour marcher. Parce que depuis qu'on m'avait accouché, j'avais 2 semaines. On a compté que mon poids c'était déjà à 4 kg. Et à 9 ans, j'ai recommencé à prendre le poids. On disait que c'est le sang, c'est la famille, le sang rare. Et je partais à l'école. Ça ne me dérangeait pas. D'accord. Vous allez davantage nous dire ça tout à l'heure. Le temps pour nous également de recevoir sur ce plateau l'accueillir Étienne Yemele. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le papa de Armelle. Depuis sa naissance. De quoi souffre votre fille? Depuis qu'on l'a accouchée, après quelques semaines, j'ai vu son état, ça me dépassait. Je suis allé même à l'hôpital de sœur. Je l'ai fait peser, je les ai fait peser l'enfant. On m'a dit que vraiment son poids, ce n'est pas le poids normal. J'ai demandé ce que je peux faire. Ils m'ont donné certains remèdes. J'ai continué à les donner. Et au lieu de diminuer, ça ne faisait que s'avancer. Continuellement. À certains temps, j'ai vu que vraiment c'est trop. Je demande aux certains infirmiers à l'hôpital central, ils m'ont dit que non. Ça ne peut pas causer un problème, qu'on attend. Dès que lui-même il aura l'âge adulte, jusqu'à commencer à avoir ses cycles, ça ne doit rien gêner. D'accord. J'ai perdu un peu là-bas l'espoir de s'avancer vite. J'ai cru que peut-être c'est vrai. Bien après, j'ai vu que ça s'aggravait encore. Et puis, à la télé, j'ai vu un certain produit, on dit que c'est... D'accord. Vous allez nous parler des produits tout à l'heure et nous expliquer davantage parce que vous avez dit que c'était très compliqué pour elle depuis sa naissance. Mais vous n'êtes pas également seul. Il y a la dernière née qui est sur ce plateau. Elodie, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Alors, c'est la dernière? C'est la dernière. Oui. Et quand vous la voyez, elle a... Quand je veux la porter comme ça, je n'arrive pas à la soulever. Elodie? Oui, monsieur. Elle n'est âgée que de 13 ans. 13 Elle n'a ans. que 13 ans d'âge. Oui. Et maintenant, je vois qu'elle a commencé à peser également comme sa grande sœur. J'ai su que ça doit aller encore de l'avant comme lui aussi il avait commencé. C'est pour cela que j'ai dit que vraiment... Alors, est-ce que c'est comme ça que Armelle a commencé? Elle a commencé petit à petit. Et je savais que ça doit finir. J'ai vu que ça a aggravé. Et vous avez peur de voir aussi J'ai Elodie? vu que Elodie
commence toujours les mêmes réactions. Très bien. Alors, Armel, vous dites que vous respirez à peine. Vous marchez à peine. Je respire à peine. Quand je respire, il fallait que j'ouvre ma bouche. Quand je travaille, il fallait que je travaille qu'à peine. Je n'arrive pas à travailler aussi comme les autres travaillent. Oui. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Est-ce que à 2 ans, 3 ans, vous marchiez à peine, c'est ça? C'était comment? À 2 ans, je marchais aussi. Mais je ne connaissais pas qu'il y avait quelque chose sur moi, mais on voyait comment j'avais le poids. C'est maintenant à 15 ans que j'ai senti que le poids est descendu sur mes pieds. Parce que je suis aujourd'hui handicapée comme ça, je n'étais pas avant. Comme je partais à l'école, il fallait que je me boite pour aller à l'école. Et c'est ça que ça a continué. Je n'arrivais même plus à aller à l'école. Je suis sortie de l'école. Et aujourd'hui, ça fait déjà 6 ans que je suis dans la maladie. Je n'arrive pas, je vois que le ventre me pèse, ça. Parce que quand je marche, c'est mon dos qui me fait mal. Et je respire, c'est comme si mon ventre est en train de peser. Je respire mal. Et si je n'ouvre pas la bouche, c'est comme si je serais étouffée. C'est comme ça que je suis en train de souffrir. Je ne sais pas vraiment ce qui est la cause de mon ventre. Alors, vous dites que ça fait 6 ans, après les examens, Ça après, encore grave, un peu plus. ça aggravait plus. Ça aggrave davantage. plus. Parce que après même 6 ans, le corps se pourrit, tous les corps qui sont fermés sur moi. Il fallait que ma mère, en partant au champ, elle prend la serviette, elle me lave. Elle me lave et elle prend la serviette, elle met sur moi. À midi, moi-même, je retire la serviette, je presse la serviette et je sèche la serviette. Elle rentre tôt, elle rentre encore me laver. Je n'arrivais même pas à me laver comme quelqu'un pouvait se laver parce que je m'assois avant de me laver. Est-ce que vous parvenez aujourd'hui? Même pas, je m'assois toujours avant de me laver. Parce que quand je m'accroupis, le ventre me fait pour que le dos me fait mal. Oui, Etienne. Comme ça, pour moi, je suis allé chez le guérisseur indigène. Ils m'ont toujours dit que on lui a fait ça par voie mystique. Après avoir mangé beaucoup d'argent que je les ai donné, ils disent qu'ils ne peuvent pas réussir à la guérir. Et puis, je pars encore à l'hôpital. On me dit, va chercher telle herbe, tu prépares, même le thym, et va boire. Ça doit diminuer son poids. Je demande, mais on me dit d'abord sa maladie, afin que je connaisse comment je peux faire. À l'hôpital, on vous a dit qu'elle souffre de quoi? Rien que la diabète et tension. Dernièrement même, ça m'a encore dépassé. Je suis allé à l'hôpital. Le docteur m'a dit de faire l'échographie pour qu'on voit ce qui est en train de l'ennuyer. J'ai fait l'échographie. Ils ont dit qu'il n'y a rien sur elle. Mais je me suis dépassé, j'ai dit comment? L'enfant est comme ça, on dit qu'il n'y a rien sur elle, comment? Jusqu'ici, ça me dépasse. Et je remercie beaucoup le regard social. Surtout, je remercie beaucoup Dieu qui a fait crier le regard social. Que Dieu leur donne les avantages de mieux faire plus que ce qu'ils font maintenant. Parce qu'en regardant le regard social, je vois comment ils sont en train de sauver certains gens. Est-ce qu'eux peuvent vivre ici sur Terre comme les autres? Ok. Dites-nous un peu, comment vous avez fait à 6 ans, 15 ans déjà, vous saviez qu'elle prenait davantage de proportions inquiétantes, mais vous êtes resté sans rien faire. Qu'est-ce que vous avez fait? On m'a conseillé de lui donner telle chose. Je cours chercher. Il y a quelqu'un de Bamenda qui m'a fait dépenser plus de 200 000, n'ayant rien. Chaque fois, j'envoie l'argent, 40 000, me donne la dose. Après avoir fini, j'envoie encore l'argent. Je suis comme ça, j'ai fait des prêts impossibles
pour toujours essayer de la sauver. Je n'ai pas pu réussir. La famille aussi misait à cause d'elle. Parce que n'importe qui dit, mais d'où vient la maladie ici sur cet enfant? Il faut qu'on fasse tout pour voir ce qu'on peut faire pour que lui soit en vie. Alors, elle a 29 ans aujourd'hui. Oui. Jusque-là, toujours aucun avant changement. le remettre. On me fait acheter un indigène comme à la pharmacie. Et ça ne donne rien. D'autres ont dit qu'ils boivent chaque jour 2 ou 3 litres d'eau le matin à jeûne. D'autres m'ont fait acheter le citron. On extrait ça comme l'eau. J'ai beaucoup dépensé l'argent sur le citron pour que lui aussi boive ça chaque fois. Ça ne donne rien. On me fait cuire le thym. Et boire, ça ne donne rien. Jusqu'aujourd'hui. Elle souffre toujours comme ça, comme elle est. Quand elle se couche, tu dors et puis tu entends comment elle respire mal. Même celui-ci a commencé à faire aussi presque la même chose. Elodie? Oui. Je ne sais pas. Que le regard social ci essaye de m'aider sur cet enfant. Vraiment. Je ne sais pas ce qu'on a fait sur cet enfant-ci. C'est votre premier enfant? Premier enfant. J'ai 7 enfants. Et voilà le deuxième. Ça me dépasse. Je ne sais pas. Et je n'ai rien. Et je parviens à vivre malheureusement pour elle. Alors, elle sort quand même, parvient à sortir, vous parvenez à sortir de la maison. Souvent, quand elle part à l'église, parce que les gens m'ont fait l'envoyer à l'église, elle a fouillé beaucoup de l'église. Les gens disent que si elle part à l'église, peut-être on va prier beaucoup pour elle, elle va trouver le bon chemin. Souvent, je l'accompagne. Et pour la faire sortir, un peu à 2 km, il faut louer une voiture pour la transporter. Et pour quitter de chez moi jusqu'à la route, il faut mettre 2 heures de temps pour l'amener, parce qu'elle n'arrive pas à marcher. Quand tu fais quelques mètres, elle va suer beaucoup et respirer beaucoup. Il faut rappeler aux téléspectateurs que vous avez choisi la hauteur pour construire votre maison. J'ai choisi comme ça parce que je n'avais même pas le moyen de construire dans un terrain plat. Bon, je me suis dit que au lieu de la montagne, au lieu que je reste à location, pour que, au lieu d'acheter son remède, quelqu'un vienne dire que donner l'argent de ma maison. Et je n'aurais pas. Il fallait que je trouve une place comme ça là pour construire, en attendant que si Dieu bénit à ce qu'elle vit, je peux changer. Jusqu'à présent, ça ne fait que s'augmenter. Je ne sais quand est-ce que ça peut finir. Alors, c'est votre première fille où elle disait que ses camarades d'enfance sont déjà mariés. Ils sont déjà plusieurs enfants. Oui. Elles ont fait des enfants. Oui, tous mes promotions quand on était à l'école. Je lui ai fait sortir de l'école parce qu'elle n'arrivait plus à marcher. Et je ne pouvais pas l'amener facilement à l'école. Mais elle a quand même rencontré quelqu'un dans sa vie, un homme. Qui? Armel? Oui, la personne est venue chez moi, dit qu'elle va la guérir. Elle a fait prendre en mariage. Je lui ai dit, bon, d'accord. Si tu parviens à guérir cette fille, vraiment pour rien au monde, en aucun jour, je ne peux pas te demander un saint enfant. Soyons à 2 pour traiter l'enfant-ci, de sorte qu'il soit en vie. Vraiment, je peux dire que Dieu merci. Au lieu que je te dis que fais la dot, non. On sera ensemble. Dès que tu trouves le moyen d'acheter le produit, il faut aussi me faire recours. C'est comme ça. Et ils ont vécu ensemble? Ils ont vécu ensemble pendant 6 mois. Il a même amené Amel ici à Douala pour 1 semaine. Bien après, elle est rentrée. Me dit que vraiment, on ne peut pas encadrer quelqu'un qui ne peut rien travailler. Lui, il voit que
il ne peut pas travailler. Et ses amis le rient avec la qualité de la femme comme ça, qu'elle se marie dans sa vie. Armel, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec votre fiancé? J'ai trouvé cet homme. Il m'a d'abord proposé le mariage. Je lui ai dit que non. Parce qu'à travers de mon corps, tu ne peux pas supporter mon corps. Il a dit non, c'est une petite chose. Je lui ai dit que parce que quand je vais arriver à la maison, tu vas commencer à dire que je n'arrive pas, je n'arrive pas. Chez mes parents, même quand ils partent au champ, je n'arrive pas à partir. Mais au moins de laver les habits de mon père, il fallait que je fasse les étages pour laver ses habits. Il a dit qu'il n'y a pas de problème sur ça. Si je peux sauter le riz pour qu'on mange nous deux, je fais. Je lui ai encore dit bien. Non, parce que je vais réfléchir beaucoup, parce que je ne veux pas que celui qui va gâcher ma vie. Il m'a parlé, et il a dit qu'il est un homme qui ne dérange pas. J'ai dit d'accord. Et comme j'avais la kyste, je lui ai dit, il m'a demandé de citer toute la maladie qui est dans mon corps. Je lui ai dit, et j'avais même honte de dire tout, parce que quand je vais tout citer, où vous il va étiez pas. Chez lui? Non, j'étais que chez nous, parce que c'était le jour que je suis sortie en route pour faire un peu les marches. Le jour où vous vous êtes croisés, oui. vous êtes rencontrés pour la première fois. Et après, après cette phase, vous êtes parti chez lui. Je suis partie chez lui, il s'est battu pour enlever ses kystes par une traduite traditionnelle. On a enlevé, il a dit que bon, comme on a enlevé ces kystes-là, ça va. Il m'a dit, j'ai touché la famille, que pardon, aidez-moi. Parce qu'on a dit que ces kystes, c'est 45 000. Lui-même, il a donné 5 000. Ma mère a prêté 15 000. Et la famille a donné 25 000 pour enlever ces kystes. Et ça fait un mois, j'ai encore compris le mal de ventre. Et quand il me donnait ce produit et il fait travailler sur ça, je me sens aujourd'hui que je suis un peu leste. Et le lendemain, je me sens que j'ai encore pris le poids. Il rentre et dit, Amel, tu manges beaucoup. Je dis que je ne mange pas parce que je suis en train de chercher la guérison. Si on dit que mange telle chose pour guérir, je peux manger. Et il a dit qu'il n'est pas sûr. Pourquoi je ne soucie pas de mon corps? J'ai dit non. Là où que je suis, si je pense trop à mon corps et je serai triste et j'ai encore la diabète et la tension, il fallait que je reste comme si je suis gentille pour oublier un peu que je suis malade. Alors, à la maison, il était difficile pour vous de faire le ménage comme une femme normale? Non, ce n'était pas difficile parce que je travaille doucement, à peine même. Alors, il vous prend, il vous amène chez ses frères à Douala, par exemple? Oui. Il m'a amené là-bas chez un guérisseur qu'il a vu que la maladie était plus grave. Et il est arrivé là-bas, on est arrivé à Douala à 11h parce qu'il m'a pris en moto, on souffrait en route, il m'a mis sur la voiture, que je continue, lui il part. J'arrive à Douala à 11h. On contourne à Douala, on voit ses frères, il dit toujours non, je ne peux pas la prendre. Je ne peux pas la berger chez moi pendant quelques jours. On contourne jusqu'à 16h, 15h quand on arrive à la maison. Je lui demande pourquoi en quittant mon village, tu n'as pas appelé quelqu'un de ta famille. Il a dit non, il est sûr qu'ils vont me prendre, qu'il n'y aura pas de problème. Quand on se moquait de moi, qu'il ne me prend pas. Et finalement, personne ne vous a reçu? Finalement, c'est un ami pour lui qui m'a reçu et il m'a bergé chez lui. Chaque matin, pendant une semaine, chaque matin, il me regardait comme sa fille. Il me se lève au matin, il met l'eau à la douche, il met la chaise à la douche pour que je parte me laver. Et lui-même, il était où? Lui-même, il m'a laissé rentrer au village et donner tout ce qu'on va faire à cet homme. Cet homme a battu pour moi. Cet homme a trop me regardé. Donc je ne la dérange pas, même lui aussi ne me dérange pas. Alors, vous m'aviez dit que c'était un amour pour vous quand même. Oui, c'est un amour. Vous l'avez aimé? Je l'avais aimé vraiment. Même comme je suis quittée chez nous, je l'ai toujours aimé, mais à travers de tous les mots qu'il m'a donnés, il m'insulte que je vois mon corps comme ça, je n'ai pas de souci. Mes parents sont en train de faire quoi sur moi?
Alors que j'étais avec elle, c'est mes parents qui donnaient à manger à la maison. Ils se battaient. La nourriture, quand ils venaient à Tchang, mes parents donnaient. Et ça m'étonne de parler de toutes ces choses. Sa famille l'a amené à vous abandonner? Oui, sa famille se moquait de moi et de lui-même. Il avait honte, même les voisins. Quand les voisins disaient que tu te mariais jusqu'à porter une voiture maintenant, aller laisser à la maison. Et c'est comme ça que cet homme me dit de me cacher, que je ne sors plus. Je suis restée à la maison que bien, depuis chez nous, je ne pars jamais chez quelqu'un. Alors, dites-nous un mot, comment était, lorsque vous vous retrouviez dans l'intimité? Il souffrait tellement. Il souffre. Il souffre à m'accueillir de mon handicap. Parce que depuis mon enfance, je n'étais pas comme ça. Le dernier jour qu'elle a envoyé chez moi, elle m'appelle le grand matin et dit « Je vous remets ton paquet. » Vraiment. J'ai dit « Mon enfant, tu appelles paquet. Donc, c'est mon paquet que tu as pris. » J'avais aimé ce cet homme. jour-là, vraiment, oh Seigneur. D'accord. Ok. Vous allez regarder cette caméra. Vous allez dire à ceux qui sont dedans ce que vous attendez d'eux pour votre fille. Pour moi, je remercie encore davantage ce regard social auquel nous sommes devant eux, aux spécialistes de regard social. Que Dieu vous donne le courage, la sagesse de continuer à faire beaucoup de recherches pour sauver les enfants comme la mienne-ci. Parce que si l'enfant-ci ne vit pas, vraiment, ça ne serait pas bon. Et Dieu qui l'a créé, il va aussi voir qu'il a perdu son temps pour créer un être humain comme ça pour rien. Et rentrer dans sa vie sans rien, ce n'est pas bon. Que les gens de bonne humeur essayent de m'aider. Que les spécialistes de regard social, Dieu vous donne aussi la sagesse de me trouver le moyen auquel on peut sauver cette fille à moi. Parce que ma famille n'a jamais mangé quelque chose à cause de la fille ici. N'importe qui se fâche. Il dit, mais la fille ici va devenir quoi dans le monde? Et ça me dépasse. Et moi, je ne fais rien. Je m'arrive à travailler toujours quelque chose pour elle qui ne valait rien. Vraiment, je remercie beaucoup. Que Dieu nous donne le courage à aider, à trouver le moyen à faire sauver cette fille. Amen. Pour que Dieu, dans notre vie, voit que c'est un bon évangile que quelqu'un peut connaître que Dieu existe. Merci. Amen. Merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci également à Elodie. Vous dites que vous avez également peur. Oui, parce que moi, quand j'ai vu comme ça, j'ai dit, bon, je suis venu au monde pour faire quoi? J'ai fait quoi à qui? Comme je suis comme ça. D'accord. Je conseille tous les enfants que je rencontre en route, dans de meilleures façons, pour que Dieu rende le même service sur mes enfants, pour qu'une autre personne rencontre mon enfant et essaye de la conseiller aussi bien. Et lui dit la vérité, comme je dis à certains gens. Merci. Je n'ai jamais failli à un enfant. Je sais que l'enfant vit comme ça, c'est l'enfant de tout le monde. Ce n'est pas l'enfant de celui qui a donné naissance à cet enfant. Vraiment, que Dieu, qui m'a amené vers le regard social, essayer d'aider les gens de bonne humeur. Aidez-moi à sauver cette famille. D'accord. Merci. Merci d'être venu également sur ce plateau. Merci à Armelle. Restez forte. Vous êtes sur la chaise de l'espoir et les hommes de bonne volonté vont sans doute se mouvoir, question d'apporter une solution à votre problème et également à Elodie. Alors, Armelle et ses parents vivent donc dans la montagne, on va le dire, et on va découvrir tout cela dans un très grand reportage qui a été réalisé. Pour y parvenir, donc, l'exercice n'est pas facile pour atteindre le domicile familial. Et bien entendu, l'équipe de reportage de Regard Social
a bataillé dur et s'est rendu sur les lieux donc, pour découvrir quel est le quotidien véritable même de cette famille, la famille de Armel, sous l'œil de la caméra de Samuel Tchoufa, le chef opérateur de ce programme, et le doigté magique de Danny Warenzede, le réalisateur de cette émission. Je vous invite à suivre l'enquête qui a été menée à Tchang. Vous allez découvrir cette localité, c'est le village Ngui, Kartiengi. Et juste après, nous allons recevoir nos invités. C'est comme ça. Nous, dans la famille, on souffre tous les temps pour l'amener à l'hôpital, soit chez les guérisseurs. Il faut demander une voiture pour qu'elle vienne l'amener parce que la moto ne peut pas arriver de la porter. C'est la voiture qui l'amène souvent là où on peut l'amener, soit à l'hôpital, soit chez les guérisseurs. C'est comme ça que vraiment depuis ces temps-ci, ça me dépasse. Et j'ai vu le cas des autres. Je me suis dit que si Dieu pouvait nous aider à ce que le regard social nous aide à trouver la situation de cette fille, vraiment nous serons très contents parce que c'est depuis sa naissance qu'elle est née. Il n'a jamais fait quelque chose comme les enfants travaillent chez le père et chez le mère. Nous sommes tellement inquiets pour sa maladie. Armel n'est d'aucune utilité dans la maison familiale, à cause de son mal, selon ses parents. Elle peine à s'habiller seule. D'ailleurs, il est quelquefois rare de trouver un bustier à sa taille. Pour elle, quand elle se lever au lit, il a l'aide pour qu'elle se lève. Et quand elle va se laver, on l'aide toujours à laver. Et maintenant, là, vraiment, ma fille Armel, quand elle veut se coucher au lit, c'est moi qui l'aide à porter les pieds pour mettre au lit. Et quand elle va s'habiller, c'est moi qui porte son habit. Parce que si elle va se laver, je l'aide à laver. Si elle veut se couvrir, c'est moi qui prends la couverture, je mets sur elle. Vraiment, quand c'est comme ça, nous aussi, on n'est pas fiers. La fille de 29 ans, qui pèse 195 kg, peine à se mouvoir. Pour laver quelques assiettes, il lui faut trouver une certaine hauteur afin de garder une position lui permettant de mener son activité. À cette allure, même l'animal domestique cherche à comprendre ce qui arrive à cette famille. Comme elle a commencé à le poids là, on me dit que c'est le sang gras. C'est ça que j'ai un peu négligé. Parce que ma famille, ils sont tous gras. Grasse mais pas comme elle. On m'a dit que je paye le remède 3 ZH. J'ai payé ça 3 paquets. Ça n'a rien donné. Je suis allée chez les marabouts. Ça n'a rien donné. À l'hôpital, chez les Chinois, j'ai dépensé là-bas. Ça n'a rien donné.
Dernièrement, je suis allée à l'hôpital central. On a fait échographie. On n'a rien vu. C'est comme ça que ça m'a beaucoup dérangée. Elle a 28 ans. Ses amis sont déjà accouchés, à peu près 4 ou 3 enfants. Là où elle est, elle n'a pas d'enfant. Et ça me dérange. Je ne sais pas comment je peux me faire. Je ne sais pas. Armelle pesait environ 2 kg au moment de sa naissance. Mais des semaines après, les signes de ce surpoids qui la traumatise aujourd'hui ont commencé à être perceptibles. Il y a plein de 3 semaines, j'avais 3 kilos quelque chose. Et ça a commencé, donc ça a commencé maintenant, à 3 ans j'étais hackée. Et à 9 ans, mes pieds c'était déjà bien. Et on a continué chez les marabouts. Les marabouts m'ont donné les produits pour que ça me purige, pour dégraisser le corps. Ça ne m'a pas purigé. Ça me fait toujours vomir. Je vomis, ça me donne les billes et la fatigue et les vertiges. Et après, on est allé chez les Chinois. On a donné les autres. On m'a prescrit que je fais le régime. J'ai pris le régime, ça n'a rien donné. On est quitté là-bas. On est encore allé faire des traditions au village, ça n'a pas donné. On est quitté, aller à l'hôpital central pour faire les examens. On fait les examens, on dit on ne trouve rien, on demande, on nous gronde. Nous on rentre et on m'amène encore prendre les trois étages dans la pharmacie qui est à la mobile. On m'a donné, c'était 3 étages, ça m'a fait boire de l'eau, à peu près 20 litres par jour et ça me fait pisser. Le poids ne baissait pas. D'autant on ne voyait même pas le poids. De quoi souffre Armelle? Pas facile de le savoir. Mais la consommation de décoctions et autres potions magiques reste jusqu'ici infructueuse. Tout cela a plutôt cédé la place à plusieurs autres pathologies. Même la balance sur laquelle elle est montée a perdu ses repères. Et quand mon ton dit erreur, tu descends, tu montes au point, même 4 fois, ça ne donne pas. On a mesuré la diabète. La diabète était 3,59. Hypertension, 17-18. Et ça ne me donnait même pas à marcher et à boire. Comme je quittais ici, là, c'est la voiture qui me portait et me laissait là-bas. Je suis rentrée en souffrance toujours et arrivée à la maison. Il y a un homme de Dieu qui vient m'enseigner la parole de Dieu. Et il m'enseigne la parole de Dieu pour me délivrer parce que je pourrissais. Le corps était en train de pourrir. Chaque fois, ma mère me lave, il me nettoie. Il me lave matin, soir. Et j'avais l'habitude de mettre la serpillère au cou à chaque moment. Et à peu près, on peut mettre à l'heure, et à 11h, 12h, on enlève, on presse, l'eau sort. Ça fait 2 mois quand je suis allée me peser. C'est 195 kg.
au moins avant. Je ne parviens plus à faire quelque chose. Je suis là, je suis là. Je regarde même pour préparer. Ce sont mes soeurs qui préparent. Laver les assiettes. Si je veux laver les assiettes, je mets les étages pour laver et pour rincer. En dehors de ça, je ne sais plus à faire quelque chose. Donc c'est ça que je pleure. Si on pouvait aussi trouver un moyen que je peux aussi travailler comme pour les autres et marcher aussi comme les autres qui sont en chemin. Parce que tous mes amis sont tous partis, je suis seule. Mon père était d'accord. Ils ont parlé avec mon père que l'agent qui va me soigner avec, c'était la doute. Que l'agent qui va dépenser sur moi, c'était la doute. Et on a accepté. Donc, il a dépensé sur moi. Vraiment, pas tous les 5 mois que j'ai été avec lui, il a vraiment dépensé sur moi. Parce qu'une dose de remède, c'était à peu près 7 000 par semaine qu'il retirait. Et il me donnait, ça ne donnait pas. Il se fâchait contre moi. Armel, dans ses souvenirs, n'a pas oublié la scène qui a failli lui enlever le cœur. C'était lors de la rencontre avec les membres de la famille de son fiancé. Sa famille disait que elle se marie une femme à la maison, c'est maintenant que la voiture qu'elle a portée, il est à la maison. Que est-ce que je peux sortir avec lui, puisqu'il n'a pas honte. On se moquait de lui. Je suis arrivée à Douala un autre temps. Il est allé me présenter à son frère. Son frère m'a refusé qu'il ne peut pas me prendre. Et jusqu'à je suis allée dormir que chez son ami, alors qu'il y avait ses frères. Ses frères se moquaient de moi. Ses frères se moquaient de moi. Même les voisins du village se moquaient de moi. Un jour, comme il m'a dit ça, j'ai resté à chaque moment. J'ai les soucis parce qu'on me parle, on se moque de moi. J'ai les soucis et que parfois je me lève, je ne peux pas lui dire merci sur ce qu'il fait dans ma vie. Et à certains niveaux, je vois que je prends encore le poids et ça me fait pleurer et ça lui nerve. Je dis aujourd'hui je suis bien, demain je porte encore le poids. Si aujourd'hui je porte l'habit sur moi, ça ancre. Le lendemain je porte encore l'habit, ça n'entre pas. Je porte maintenant les soucis sur moi, je commence à réfléchir. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je ne peux pas aussi être comme les autres? Pourquoi je ne peux pas marcher aussi comme les autres? Pourquoi je ne peux pas aussi travailler comme les autres? Comme je vois un travail, ça me plaît, mais je n'arrive pas à travailler aussi comme les autres. C'est ça que ça lui nervait, il voit que je suis là, il ne parvient. Les moments intimes du couple étaient presque une épreuve difficile pour l'homme déçu. Quand j'entrais dans la chambre avec lui, il souffrait. Pour se mettre ensemble, il souffrait. Mes pieds, je suis un handicap, donc je souffre. Il souffrait trop sur moi. Et jusqu'à j'étais enceinte, il m'a laissé. Il ne savait pas, en quittant là-bas pour venir ici, il ne savait pas qu'il était enceinte. Je suis arrivée ici avant de lui dire. Et comme j'étais avec lui, donc il m'a plu. Cet homme m'a plu. Je ne lui dérangeais pas, mais c'est à cause de ma maladie que cet homme se fâchait contre moi. C'était à cause de ma maladie. Il pouvait même rester avec moi, mais la famille se moquait de moi. De lui aussi, que pourquoi il se marie ce genre de femmes. Il y a plein de femmes d'ailleurs, mais tu as vu ce qu'il y a de qualité de femmes que tu vas mettre chez toi. Et il avait honte, parce qu'il m'a promis que je faisais le colbos pour quitter ici là. J'avais la kyste. Cet homme a cherché son ami pour qu'il retire cette kyste. J'ai appelé ma famille pour que ça
Et voilà dans le quotidien de cette famille, la famille de Armel. Armel vit des moments difficiles, ainsi que sa famille, ainsi que ses parents. Et vous avez écouté le témoignage de sa maman, son père, ses tantes. Elle souffre énormément. Elle a besoin de vous. Et nous savons bien que vous êtes prêts à soutenir les cas sociaux très souvent présentés dans le cadre de cette émission. Et merci déjà pour les multiples gestes que vous faites. Et surtout que vous n'allez pas vous arrêter à ce niveau-là. Et ça va se poursuivre. Nous sommes donc rendus à cette deuxième partie avec nos experts déjà sur ce plateau. Docteur Wona Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, chirurgien, enseignant à l'Université des Montagnes. Votre métier vous a permis également de travailler hors du pays, dans les organisations internationales. C'est exact. Oui. Et vous avez une expertise avérée sur ou alors de votre métier. Oui, je peux le dire. Tous les jours, on se bat dans ce métier-là. On fait ce qu'on peut faire. Et on apprend aussi. On ne cesse d'apprendre. Même si on enseigne, on apprend aussi en enseignant. Très bien. Vous avez suivi le reportage qui parle de la famille de Armel et le témoignage même d'Armel. Oui. C'est poignant. C'est vraiment... Qu'est-ce que je peux dire? C'est une situation difficile, désastreuse, mais qui cumule et l'ignorance et nos us et coutumes, parce que c'est quand même un cas médical, dont le diagnostic est faisable chez nous, ici, sans beaucoup de peine. Et le traitement aussi est possible dans quelques mesures peut-être, mais c'est curable. Très bien. C'est curable, c'est faisable, ce n'est pas extraordinaire comme maladie, c'est quelque chose dont on connaît bien, c'est bien décrit, c'est classique. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Docteur Yves Ako, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes médecin généraliste, mais très amoureux de la cardiologie. Les maladies cardiovasculaires sont pratiquement, on va le dire, votre quotidien, puisque vous rencontrez les patients qui souffrent de ces différentes pathologies, et raison pour laquelle vous êtes directeur des opérations de la Fondation camerounaise du cœur. Oui Flavien, c'est vrai que je suis médecin généraliste comme vous l'avez dit. La question cardiovasculaire pour moi, au-delà d'un problème de santé, n'est-ce pas, est devenue une passion. Et quand je regarde, n'est-ce pas, l'environnement aujourd'hui, c'est devenu carrément le problème le plus préoccupant, au point où ça a été déclaré comme étant le problème du siècle. C'est le nouveau défi sur le plan de la santé publique. Et aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires représentent le premier groupe de morbie et de mortalité. Et même en termes de coûts et de prise en charge, les maladies cardiovasculaires sont très loin au-delà du grand groupe des maladies infectieuses et des cancers. Et l'impact social ou socio-économique reste encore très grand et impacte même jusqu'au niveau de la cellule familiale. Donc c'est quelque chose qui en réalité aujourd'hui interpelle tous les corps de la société, pas seulement les médecins, pas seulement les spécialistes, mais vraiment tout le monde et même les politiciens, parce que c'est en mettant en place, n'est-ce pas, des organisations bien huilées, une bonne politique de santé qu'on pourra combattre et venir à bout, n'est-ce pas, de ce fléau des temps modernes. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi le reportage également? Oui, j'ai suivi, n'est-ce pas, avec beaucoup d'émotion, le reportage qui traduisait en fait, n'est-ce pas, le long chemin de la souffrance de cette famille et de la fille particulièrement, n'est-ce pas, qui, depuis le bas âge, porte le fardeau de cette maladie aujourd'hui, qui a été déclaré problème de santé publique par l'OMS depuis les années 2010. Et dans sa description, n'est-ce pas, on ressent tout
elle reçoit en fait tous les aspects de la pathologie, notamment l'aspect psychologique, l'aspect des complications et tout le reste. Et c'est vraiment triste de voir, n'est-ce pas, quelque chose qui aurait pu être peut-être plus tôt, qu'on aurait pu anticiper, qu'on aurait pu endiguer peut-être à temps, n'est-ce pas, voir traîner aussi longtemps et impacter autant la famille. Très bien. Merci d'être venu sur ce plateau. Juste à côté de vous, il y a Dr Charles Hobson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin orthomoléculaire. Vous avez, en tout cas, vous étiez à l'école de votre médecine aux États-Unis. Vous avez pratiqué cette médecine là-bas et aujourd'hui vous êtes au Cameroun. Tout à fait. Vous avez également suivi le reportage et vous avez regardé Armelle dans son état physique. Tout à fait, c'est un reportage assez émouvant, et surtout qu'elle subit cela depuis son jeune âge. Hein, cette masse, cette pondérance, elle est là pour la perturber. En fait, ce n'est pas facile, surtout parce que, bon, on n'arrive pas à cerner le problème dans son cadre. C'est-à-dire que on recourt à parfois des solutions qui ne répondent pas à la pathologie qu'elle a. Donc c'est un peu difficile. Moi, j'ai fait la médecine orthomoléculaire. J'ai eu la chance d'avoir étudié une médecine qui peut être considérée comme la médecine du futur. Parce que la médecine orthomoléculaire a une autre manière de voir les choses. Ce n'est pas comme la médecine allopathique qui est pratiquée dans les hôpitaux. C'est une médecine qui prend le corps humain comme le centre de tout. Le corps humain est capable de se réparer et il est capable de s'auto-régénérer. Donc, dans le cas d'Armelle, elle n'est pas capable, son corps n'est pas en train de fonctionner normalement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se réparer, il ne peut pas s'auto-générer, donc ça fait qu'il y a des conséquences qui sont là, telles que les maladies cardiovasculaires. Mais on peut aller à l'origine de cela, on peut parler de ça tout à l'heure. D'accord. Quand on aura l'occasion d'en parler. Merci. Alors, un autre Charles, Dr Charles Ngadjifna, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs du Regard Social. Très bien, vous êtes enseignant de sociologie à l'université de Douala depuis plusieurs années, il faut le rappeler. Et vous passez également 10 ans déjà. 10 ans déjà. Vous également, votre image a été écornée il y a quelques mois aujourd'hui pour une affaire de mœurs, mais qui s'est avérée non fondée. Évidemment, je crois qu'une certaine presse a fait ses choux gras en titrant que Dr Charles Ngadjifna, chef de division à l'université de Douala et expert de regard social, serait victime de harcèlement sexuel et d'intimidation de ses collègues. Vous voyez bien que la beauté de ce docteur, piège dimension très honorable, ne peut pas tomber si bas dans ses travers. Et je suis heureux que naturellement, ça s'est révélé comme des dénonciations simplement calomnieuses. Mais que voulez-vous, nous sommes à l'université, les gens ont d'autres logiques. Et je me suis dit, devant l'insanité de telles pratiques et de telles démarches, le silence, c'est le meilleur juge et le meilleur arbitre. Et je suis resté fidèle au conseil que le ministre de l'Enseignement supérieur m'a donné, c'est lui qui m'a donné la responsabilité de chef de division, de rester calme et de comprendre que ainsi va la vie. Mais je crois avoir aussi tiré quelques leçons de ce que l'université, milieu par excellence de production du savoir, peut être totalement inversé. Et je veux simplement préciser que j'ai des lettres de félicitations de mon doyen, comme son meilleur collaborateur, comme son meilleur enseignant. Très bien. Alors, je l'ai évoqué parce que justement, vous êtes un habitué de ce plateau. Il ne fallait pas que l'émission Regard Social soit également écornée par des affaires qui ne concernent véritablement pas notre chaîne. Alors, vous avez suivi également le reportage de Armelle, sur Armelle, en tout cas dans son environnement, et son père qui ne cesse de pleurer et de chercher à comprendre ce qui est arrivé à sa fille. C'est vrai que le petit sourire qu'on peut épingler peut simplement relever de la qualité exceptionnelle du reportage et de la touche du réalisateur, avec quelques images que vous avez peut-être insérées pour dire que même l'animalité inscrite par le chien se questionnait sur ce qui arrivait, et pour traduire le fait que c'est assez émouvant
C'est à la limite insoutenable de voir que la surcharge pondérale peut conduire à des atrocités. C'est vraiment émouvant de ce point de vue. Et puis, à la limite, peut-être l'image caractéristique comparative, c'est peut-être, j'allais dire, cette croix que Jésus a portée. Mais même là, je ne trouve pas de comparaison parce que celle d'Armel est encore plus grave parce que au moins Jésus, dans son cheminement, a été aidé par Simon de Cyrène. Or, je crois que Armel est en train de passer des moments difficiles. Elle souffre dans sa chair et ça ne peut qu'appeler notre émotion, notre compassion émue. Très bien. Merci également à vous, chers messieurs, d'être venus sur ce plateau et partager avec nos téléspectateurs et surtout d'éplucher un peu ce qui arrive à Armel. Docteur Ivako, vous êtes médecin généraliste, je l'ai dit. C'est par vous que tout commence. Quand vous regardez Armel, elle peut souffrir de quoi? Je pense, a priori, que Armel souffrirait, n'est-ce pas, d'une obésité morbide qui est quelque chose dont le diagnostic est purement clinique. C'est-à-dire, pour un spécialiste, on n'a pas besoin de faire 2-3 choses supplémentaires. En la regardant et en l'examinant, on est en mesure d'arriver à un diagnostic évident. Donc, elle souffre d'obésité morbide et a priori, cela remonte. Et le fait est que c'est un processus chronique, donc ça remonte, n'est-ce pas, déjà depuis plusieurs années. Et maintenant, la difficulté dans l'obésité peut être, n'est-ce pas, celle de trouver l'étiologie exacte de l'obésité. Mais sinon, poser le diagnostic en lui-même est d'une simplicité banale. Mais maintenant, c'est ce qui vient après. C'est l'organisation de la prise en charge qui, ma foi, est multidisciplinaire et ne saurait, n'est-ce pas, concerner une seule spécialité ou une seule personne, mais doit impliquer aussi bien le corps soignant que l'environnement et la famille. Et comme je le disais tantôt, Armel n'est pas un cas isolé malheureusement, mais aujourd'hui c'est un problème qui touche plus de monde qu'on l'imagine. Nous avons juste la possibilité aujourd'hui, n'est-ce pas, d'avoir rencontré Armel et de toucher du doigt son problème. Mais en tant que praticien hospitalier, il faut dire que c'est des cas qu'on voit tous les jours. Je vous rassure que j'ai vu des cas plus sévères que le cas d'Armel. Vraiment plus énorme. Je pense qu'aucune balance ne n'avait donné leur poids exact. Parce que le tableau des balances à l'hôpital s'achevait à 205. Et donc, au-delà, la balance était à l'extrémité et on ne savait pas dire exactement quel est son poids. Et donc, Armel n'est pas un cas isolé et on en rencontre tout le temps. Et il faut dire que l'obésité aujourd'hui, n'est-ce pas, a été déclarée par l'OMS comme un véritable problème de santé publique. Alors, comment se fait que jusqu'ici, on n'arrive pas à trouver la solution à son problème? Elle est quand même âgée de 29 ans et c'est une situation qui commence depuis l'âge de 6 ans. Alors, vous savez que l'obésité entre progressivement, n'est-ce pas, dans nos mentalités et même dans l'enseignement médical chez nous comme étant une pathologie qu'il faut prendre très au sérieux. Je pense que depuis l'initiation de la médecine en Afrique post-coloniale, où nous avons pratiquement fait face aux problèmes infectieux, notamment le paludisme, le choléra et tout ce qui a suivi, la plupart des problèmes africains étaient infectieux. Et il faut dire qu'on a très peu souffert de l'obésité quand les politiques de santé se mettaient en place. Et donc on souffrait plutôt de famine, on souffrait plutôt de tout ce qui était infectieux. Et donc ça n'occupe pas un premier plan. C'est au fur et à mesure maintenant que l'environnement change, que les regards changent, que les études sont produites et qu'il y a des bouleversements sociaux, qu'on commence à remettre cela, n'est-ce pas, au premier plan de la table. Mais sinon, l'obésité, en réalité, ne préoccupait pas plus que ça dans l'environnement africain. Et au vu de cela maintenant, le fait que Armel réside un peu en région périphérique fait en sorte que là-bas, les problèmes sont existentiels. C'est-à-dire, là-bas, on a un réflexe de soigner le paludisme, de soigner une fièvre typhoïde, de soigner une infection urinaire. Et donc, tout cela fait en sorte qu'on le considère comme un problème secondaire. Et pourtant, rien qu'au vu de ces complications et de l'impact psychologique de la personne, c'est quelque chose de très grave qu'il faut prendre très au sérieux. Très bien. Ok, alors, docteur Ona, vous avez rencontré ce genre de pathologie
durant disons que ça ne court pas les rues. D'années d'exercice. Disons que ça ne court pas les rues, mais ce n'est pas aussi rare que ça. On les rencontre de temps en temps. D'entrée de jeu, justement, le piège de ce cas, c'est de focaliser juste l'obésité, qui n'est que la description du syndrome. Parce que c'est clair, c'est un syndrome de Cushing ou bien la maladie de Cushing, ça peut être l'une ou l'autre, qui est une maladie endocrine et dériverait d'une tumeur bénigne ou maligne, soit de l'hypophyse, soit des surrénales, et se caractérise par justement cette prise de poids progressive, une obésité chronique. L'obésité est chronique et s'installe doucement, mais à la différence de l'obésité habituelle, il y a une fonte musculaire des membres. C'est pour ça que c'est difficile pour elle d'utiliser ses membres, parce que les muscles ont perdu leur tonicité, et à cela, bien sûr, comme toute obésité, donc accumulation de lipides, les conséquences sont immédiates. Le diabète, l'hypertension, ça c'est le lit de cette pathologie. On serait peut-être tenté de se demander qu'est-ce qu'il y a véritablement dans son ventre pour que ça pèse autant. Mais parce que c'est la graisse. C'est la graisse. Le métabolisme est détourné et c'est justement là-bas que ça s'accumule et c'est ça qui crée le problème. C'est ce qu'on appelle le fameux signe de tabouret. Tout est dans l'abdomen, le tronc, et elle ne peut pas se lever sans s'appuyer sur quelque chose pour se mettre debout. Ça fait l'œdème facial du tronc, les jambes en bas minces, les membres à la fin c'est mince, tout est accumulé sur le tronc. Il y a eu des lésions dermatologiques qui s'accompagnent. Bon, le difficile c'est le diagnostic parce que cliniquement ça peut se faire parce qu'il suffit de faire des tests de freinage. Très rapidement, avec le dosage du cortisol, on a dans un premier temps, mais maintenant, quand on a le diagnostic, il faudrait localiser la tumeur, qui peut être soit au niveau de l'hypophyse, c'est-à-dire dans la boîte crânienne, soit au niveau des surrénales, ou ailleurs, parce que ce n'est pas seulement là. On peut les retrouver dans les bronches, au niveau du pancréas, ou dans la cavité abdominale quelque part, ça peut se retrouver ailleurs, mais le plus souvent, c'est soit un adénome hypophysaire dans le cas de maladie de Cushing, ou un adénome surrénalien dans le cas de syndrome de Cushing, ou ailleurs. Puis bien sûr, il peut y avoir bien sûr d'autres qui simulent la même pathologie. Mais en gros, dès qu'on a mis le diagnostic, il y a possibilité de traiter, soit médicalement, soit chirurgicalement. Mieux chirurgicalement si c'est la tumeur. D'accord. Alors, docteur Robson Charles, vous avez connu ces cas également dans votre médecine automoléculaire, orthomoléculaire. Donc, on veut comprendre ça aussi. Est-ce que vous avez rencontré et quel est le diagnostic que vous avez posé? Par exemple, si on s'en tient à ce que les premières personnes, les premiers intervenants ont évoqué, il s'agit du diabète, d'un autre type. À mon sens, ce que je peux constater de prime abord, c'est qu'elle souffre d'une obésité morbide massive. C'est-à-dire que si on se réfère un peu à l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire que
c'est un indice qui doit être au-dessus de 40 par rapport à son poids. L'obésité. Voilà, l'obésité. Oui. C'est une obésité massive. Et c'est cette obésité-là qui, en fait, cause toutes les autres pathologies qui s'ensuivent, telles que le diabète, l'hypertension. Mais alors, il faut comprendre l'histoire de l'obésité parce que, comme le confrère l'a dit tout à l'heure, c'est un phénomène nouveau au niveau de l'Afrique. Hein, parce que avant, on se souciait des maladies infectieuses, mais on n'avait pas les problèmes d'obésité tels que ces maladies-là. Tout ceci nous amène à voir un peu comment est-ce que le monde évolue. Hein. L'OMS a déclaré qu'il y a 2 milliards de personnes en surpoids et 650 millions de personnes obèses dans le monde. Cette obésité est causée par quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que ce qui arrive à Armel, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Mais en réalité, c'est un problème global qui est créé par certaines organisations, même si on ne peut pas le reconnaître, et on peut le démontrer scientifiquement parce que elle souffre d'un problème, il a parlé d'un problème endocrin, hein, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau hormonal, c'est ça qui est à l'origine, à mon sens, hein, des problèmes qu'elle a. Donc, tout ceci vient comment? Comment est-ce que ça nous arrive ici, nous en Afrique? On doit se poser des questions. Moi, je pense qu'on peut se référer... On a pensé un moment que l'obésité, c'était la maladie des riches. Oui, bien sûr, on a pensé justement... Et lorsqu'on regarde Armel, on regarde sa famille, est-ce que... On a pensé que l'obésité, c'est la maladie des riches, mais quand on pense également à Hippocrate, Hippocrate a bien dit que votre aliment soit votre médicament et que votre médicament soit votre aliment. Alors, ici, aujourd'hui, on a des aliments qui deviennent de poison et qui causent des maladies et qui causent des déformations chromosoniques, qui causent des malformations au niveau endocrin. Hein? Et tout ceci, on le sait. Ce n'est pas le fait du hasard, parce que des cas comme ça, là, moi j'en ai vu beaucoup aux États-Unis. Mais en Afrique, c'est quand même atypique de voir une situation comme ça, parce qu'au moins là, on sait ce que les gens mangent là-bas. On peut contrôler, on peut savoir. Donc moi, je pense que si vous voulez qu'on en discute un peu plus, on peut parler un peu de l'origine de tous ces problèmes-là. Justement, dites-nous. Bon, l'origine, en fait, il faut arriver. Voilà, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tout commence en fait en 1945. Okay, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là où tous les problèmes commencent. Tous les problèmes de santé dont on parle aujourd'hui. Parce que les entreprises, les firmes qui étaient chargées pendant la guerre de créer les bombes, okay, c'est des firmes chimiques, okay, se sont reconverties à la fin de la guerre dans la pharmacie, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique et dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Ils ont commencé à créer les choses que Dieu n'a pas créées. Parce que là, le Père a parlé tout à l'heure de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a fait de votre fils ce qu'elle est. C'est l'homme qui l'a fait, ce n'est pas Dieu. Parce qu'on a aujourd'hui des produits qu'on consomme, des produits qui nous influencent au niveau de l'environnement. On a tout ce qu'on met dans les produits, dans l'agriculture, dans l'élevage, hein, qui peuvent créer des malfonctionnements, des dysfonctionnements dans nos corps. Et même au niveau... qu'on pourrait dire des prédispositions génétiques, ce n'est pas le hasard. Quand un enfant naît, pendant qu'un enfant, la maman porte un fœtus, cet fœtus peut être influencé par les facteurs environnementaux. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont là. Et la plupart des cas que moi je connais aux États-Unis, c'est des cas de dysfonctionnement hormonal qui créent des situations comme ça là, où les enfants... Mais on peut contrôler cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que parce que, bon, un enfant est né, on ne peut pas. Si on arrive à maintenir un certain régime, hein, et on sait, parce que ce n'est pas seulement sur le plan physique, il faut comprendre que Armel, là, je pense que le plus grand problème, c'est au niveau psychologique, au niveau du stress. Parce qu'il y a l'aspect environnemental qui prédomine, là, c'est un peu comme un cercle vicieux. Hein. Elle prend du poids, et puis dans la tête, c'est le désespoir qui l'amène à prendre encore plus de poids. D'accord. Donc il faut contrôler les deux parties. Docteur Gadjifna, vous avez écouté les uns les autres. Est-ce qu'il s'agit véritablement de la malbouffe qui pourrait arriver qui pourrait amener Armel à prendre autant de... Effectivement, c'était sous cet angle que je voulais peut-être d'abord réagir par rapport à l'intervention, notamment de mon homonyme. Je voudrais quand même, je crois qu'ils sont dans leur domaine, ils sont médecins de formation, donc, mais je voudrais quand même sur la base
d'une petite culture générale sur la question, marquait quand même une certaine distance par rapport à la responsabilité totale ou exclusive à la malnutrition, ce que vous avez appelé malbouffe. Parce qu'il est quand même évident que sur les leçons préliminaires de médecine, un être humain étant comme un organe, il y a essentiellement ce qui peut relever d'une malformation, comme on pourrait dire, je crois, congénitale, ainsi de suite. L'enfant peut être né porteur d'une anomalie. Et c'est ce que nous appelons en sociologie de la famille anomie. Donc c'est possible. Donc il est difficile de vite évacuer la raison peut-être de ce qu'elle représente. Donc moi je crois que dans une démarche un peu plus logique, peut-être ce sont les examens dont tous les trois au moins s'accordent, qui peuvent déterminer. Mais je suis sûr que sur l'écrémage ou bien la narration qui a été faite du reportage, ainsi de suite et autres, je ne pense pas qu'elle aurait consommé quelque chose qui relèverait de découpage historique de 1845 qui correspond à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui de l'agriculture, ainsi de suite et autres. Je ne pense pas que c'est là. Véritablement, quand vous prenez le soubassement de la famille, je ne pense pas qu'elle soit. Parce que, évidemment, s'il faut le dire, ça veut dire que c'est des produits qui sont en fait importés. Or, la famille telle que vous avez révélé dans votre reportage justifie et bien loin de vivre dans cet environnement. Voilà, financier. Donc je crois qu'il faut y voir peut-être la chose dans ce qui relève peut-être des prédispositions naturelles ou bien un mal qui serait venu peut-être dès la naissance ou bien qui trouverait peut-être son origine dans les aspects génétiques que eux peuvent peut-être très bien, peut-être mieux développer. Mais je reste sur le fait dans l'amateurisme qu'il n'y a que des examens médicaux qui peuvent arriver peut-être à nous dire clairement sous le contrôle au moins des trois qui ont prêté au moins le serment d'Hippocrate. Donc je ne pourrais pas m'y aventurer, mais je reste sceptique sur le fait que la cause, ou bien il faudrait exclusivement se pencher sur la malnutrition. Je reste sceptique quand même. Très bien. Dr Onao, alors Dr Ako, parce que je n'ai pas seulement parlé de malnutrition, hein. J'ai également parlé d'un dysfonctionnement endocrine, c'est-à-dire que c'est au niveau des hormones, ça n'a rien à voir avec la malnutrition. C'est-à-dire qu'il faut préciser cela. Alors, Dr Ako, vous avez également regardé à côté de Armel tout à l'heure, il y avait sa petite sœur qui commence également à prendre les mêmes proportions, qui sont d'ailleurs inquiétantes, puisque le papa lui-même estime que ce n'est pas normal, à 13 ans, qu'un enfant soit comme elle. Alors, je pense que ça ressouligne encore un autre problème, comme je vous disais tantôt. Le diagnostic de l'obésité, le diagnostic est évident. Le véritable challenge, c'est le diagnostic étiologique de l'obésité. Et ça doit quand même attirer notre attention qu'on est la grande sœur qui pose un problème, la petite sœur dans le même environnement pose encore le même problème. Ça veut dire qu'il faut chercher en amont de tous ces enfants-là. Rechercher, parce qu'elle dit il y a 3 semaines, elle avait pratiquement triplé son poids de naissance. Ce qui n'est pas une évolution normale de la naissance. Ça veut dire qu'elle est probablement née avec en elle la cause de son obésité. Cela revient maintenant à rechercher soit en elle, soit même au niveau des parents, qu'est-ce qui pouvait prédisposer cet enfant. Et le fait que la petite sœur développe déjà les mêmes symptômes doit davantage attirer notre attention et orienter la recherche vers un facteur congénital. Notamment sur le plan endocrinien, parce que l'un des systèmes dont la désorganisation a pour principal reflet, n'est-ce pas, l'obésité, c'est le système endocrinien qui en réalité régule la digestion et l'organisation de tout ce qui est énergie et éléments nutritifs dans l'organisme. Et le syndrome de Cushing, a priori, semble le plus évident. Mais il ne faut pas non plus se fermer dans une seule courroie, mais il faut comprendre qu'ici, il faut aller dans un ensemble multidisciplinaire. Son obésité, certes, au départ, pouvait être endocrinien, mais il est aujourd'hui multifactoriel. Déjà, l'effet du stress. Il a été démontré que la plupart des personnes obèses, en fait, ne souffrent pas d'un trouble biologique, mais d'un trouble social et psychologique. La plupart des gens mangent pour combler un vide, soit pour évacuer un stress, soit
pour en fait loger leur stress. Et ça fait en sorte que à la base, il y a ce problème, mais aujourd'hui, il ne faut plus le regarder dans un angle fermé, mais il faut élargir complètement la vision et engager dans le sens d'une prise en charge multidisciplinaire et surtout anticiper maintenant plus vite pour que sa petite sœur qui déjà même avant d'atteindre ses 13 ans souffrait déjà de l'impact de la situation de son aîné ne revive les mêmes situations. Et vous êtes sans ignorer qu'une personne dépressive, sans motivation, c'est quelqu'un qui ne définit pas de but dans sa vie et se considère soi-même comme un fardeau. Ce qui redevient par ricochet un fardeau pour ses proches et les parents. Et c'est comme ça que ça crée un cercle vicieux où le désespoir plane et tout devient obscur. Donc, je pense qu'il faut, n'est-ce pas, prendre... effacer l'idée d'un problème d'une maladie génétique. Oui, non, je pense plutôt qu'il faut très vite aller voir un spécialiste qui va essayer de clarifier la situation et s'engager aussi immédiatement, n'est-ce pas, dans la logique de la prise en charge pour des techniques qui se sont avérées efficaces. Il faut qu'on arrête d'être dans cette logique de supposition, du mystique et autres. C'est vrai, on est un peuple avec ses croyances, mais je pense que quand quelque chose a été prouvé, quand quelque chose a été fait et a donné des résultats, il est important, n'est-ce pas, de pouvoir exploiter cette position ou bien ces données-là avant de commencer à chercher sur ce qui est, selon nous, non maîtrisable. Docteur Ona, à vous écouter et à écouter également Docteur Ako, on comprend qu'il y a un véritable problème. Il faut aller chercher loin. Mais elle a 29 ans aujourd'hui. Durant tout ce temps, on n'a pas pu détecter le mal. Pourquoi et comment? Je crois que si nous nous mettons ici dans la rhétorique universitaire de philosopher sur l'étiologie, les causes et ceci, ça ne va pas beaucoup aider l'auditoire ou cette famille. Plus on a épilogué, plus on accentue ce qu'il venait de dire, la dépression, le stress. La première, tout de suite, vous voyez, la petite sœur est déjà incriminée. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a déjà cette psychose. Ça veut dire, puisque cette maladie amène la grande sœur à manger quand même un peu plus. Et d'office, il doit avoir à manger toujours. Mais dès que la petite sœur va tendre la main, tu veux déjà faire comme elle. Ça devient un problème. Et pourtant, c'est vrai que le père pense qu'elle suit le pas de la grande sœur, mais je ne pense pas. Moi, je ne pense pas encore, a priori. C'est vrai qu'elle entre déjà dans l'obésité infantile. Bon, ça peut être l'environnement familial qui l'amène à faire ça. Mais je ne pense pas que sur le plan morphotype, c'est la même pathologie. C'est possible. C'est possible, c'est même pas exclu. Ce que je voudrais dire, c'est que nos habitudes, particulièrement au Cameroun, où tout le monde est docteur, dans les cas de transport, les cueilleurs d'herbes, celui qui a un balai magique, celui qui a de l'eau, dans les églises, partout, on soigne, sauf là où on devrait soigner. Et ça, c'est un véritable problème. Parce que vous parlez de 29 ans, mais si vous faites la proportion des visites des pasteurs qui, avec juste un cri et la main levée, enlèvent le diable, vous allez trouver qu'il y a au moins 50 fois de visite. Le tradit praticien, peut-être 60 fois. Le cas de transport jusqu'à nos masses médias. Pourtant, la loi interdit la communication sur les problèmes de santé. Mais au Cameroun, c'est là où tous les jours
Et vous voyez, elle a pris 3 ZH. Qui a prescrit? Elle-même. Et on achète. Et tout le jour, on en parle. Donc, tout ceci perd du temps. Et si vous voyez la fréquentation de l'hôpital, c'est peu. Une fois, à Fongo-Tongo, on peut avoir un centre de santé. On descend à Tchan, un hôpital de district. Et on va à Bafoussam. Pour peu qu'on a fait l'échographie, peut-être comme ça a pris peut-être 15 ou 20 000 francs, c'est beaucoup, ça s'arrête là. Or, pour trouver une tumeur de l'hypophyse, il faut l'IRM qui coûte 200 000. 250, je m'excuse. Et avec un genre de l'IRM, 3 ou 2 barrettes, qui est obsolète aux États-Unis. Donc, il ne faut pas qu'on aille là-bas parce que quand on va entrer, ça va être... on va polémiquer. Ça permet de comprendre également. Sur notre situation. Parce qu'on a un système de santé qui ne s'est pas organisé. Et au-delà du fait que ce n'est pas organisé avec un cheminement, peut-être centre de santé, hôpital ou bien médecin général, après spécialiste, après les collègues se mettent ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que lui il apporte, et nous tous on met ensemble. Ça n'existe pas chez nous. Le couac, c'est où? Le couac, c'est le système. C'est le système. Personne n'est fautif, mais personne n'est dénué d'être responsable. Oui. C'est tout un système qu'il faut revoir et remettre. Vous voyez ce qu'on a, on veut. Nous allons plus sur les fabulations que sur les réalités. Vous voyez, vous pouvez détruire toute une vie. Toute une vie. Heureusement que de par sa formation, il avait déjà même cette aisance à dominer. Mais parce que pour un hic de ce genre, on peut détruire tout un individu. Et c'est le cas ici. Oui. C'est le cas. Oui, c'est juste sur le plan sémantique que je voudrais rester, parce qu'il faudrait quand même aussi avoir une précision. C'est-à-dire qu'il y a l'organisation fonctionnelle qui peut relever simplement de l'aspect des compétences. Bon, moi, je voudrais peut-être pas croire que dans le discours du docteur, c'est peut-être qu'il n'y ait pas de compétences techniques dans le corps médical camerounais pour penser le mal. Donc, et c'est à cela que je voulais en venir. Je crois qu'il est plutôt question soit de la défaillance, soit de la vacuité d'un système de sécurité sociale. Parce qu'il est quand même admissible que dans un État bien organisé, qui a quand même souci d'une sécurité sociale, je crois que c'est des cas qui pourraient peut-être faire école. Et je crois que en dehors de la pauvreté qui étreint peut-être de famille, si l'État avait un mécanisme, je crois qu'il devait avoir une prise en charge qui soulagerait par exemple les peines du parent. Parce que vous voyez bien que l'orientation vers le maléfique, vers le charlatan, vers le marabout, vers les féticheurs, ainsi de suite et autres, relève quand même du potentiel économique. Donc je crois que, je voudrais juste ajouter pour renforcer que je crois que c'est la défaillance ou l'absence même d'un système de sécurité sociale ou de prise en charge des cas qui sont quand même un peu atypiques. C'est vrai que le médecin disait tout à l'heure qu'il y a ceux qui sont au-delà de 250 kg de charge pondérale, mais 185, je crois que l'homonyme 195 par rapport à son âge, quand vous faites la péréquation, il y a quand même quelque chose. Donc je crois que notre système de santé gagnerait peut-être aussi à faciliter en tenant compte du potentiel économique des familles, d'essayer peut-être. Donc, ce n'est pas pour peut-être légitimer la déviation vers les systèmes orthodoxes de thérapie, de santé, mais je crois que davantage au plan organique, il faut plus y voir la défaillance ou le dysfonctionnement ou la précarité de l'organisation de notre sécurité sociale au plan médical. C'est ce que je voudrais ajouter. Docteur Robson, Charles, alors, la famille n'a pas, ou alors elle avait un peu de moyens, mais seulement c'est plus concentré à la médecine traditionnelle, c'est-à-dire rencontrer les tradipraticiens qui ont fabriqué des décoctions
Elle dit avoir consommé pratiquement par jour plus de 15 à 20 litres de médicaments, mais des médicaments qui n'ont pratiquement rien apporté à son organisme. Au contraire, la situation s'est empirée. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'ignorance. Absolument, il y a un peu d'ignorance. D'ailleurs, bon, nous sommes en train de spéculer ici. Hein. On est en train de spéculer parce que moi, je constate par rapport à ce qu'elle représente qu'elle a un problème d'obésité. On est en train de spéculer. On ne connaît pas exactement. Est-ce qu'on a fait une analyse au niveau épigénétique, par exemple, pour voir s'il y a un dysfonctionnement, peut-être au niveau de chromosomes, des choses comme ça. Ça n'a pas été fait, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, ils n'ont pas trop de choix. Ils se débrouillent avec les moyens qu'ils ont. Nous sommes aussi en train de spéculer, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments qu'il faut pour déterminer un diagnostic définitif. Mais quel que soit le cas, je pense qu'on aurait pu contrôler cette situation au départ, à sa jeunesse. Si les parents savaient comment se comporter et à quoi s'en tenir, ils auraient pu contrôler la situation. Elle devient de plus en plus difficile, plus elle prend de l'âge. Vous comprenez un peu, ça devient de plus en plus difficile parce que ce n'est plus, même si au départ c'était un problème génétique, maintenant c'est un problème à facteur, disons, qu'on pourrait dire, environnemental, multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en train d'influencer sa pathologie en ce moment. Donc il faut contrôler tous ces facteurs-là. Et avec les moyens limités des parents, ce n'est pas possible de contrôler tous ces facteurs-là. Je vous ai parlé tout à l'heure du stress. Le stress seul peut aggraver la situation. C'est-à-dire qu'on peut amener toutes les concoctions qu'il faut possible. Si on ne contrôle pas l'aspect psychologique du malade, ça ne va rien produire. Rien produire du tout. Donc vous comprenez, il faut prendre avoir une approche holiste de la situation et essayer d'adresser cela en tenant compte de tous les facteurs. Alors l'environnement ne favorise non plus la situation. On voit bien dans quelles circonstances la famille vit et dans quelles conditions même Armel également évolue. Oui, c'est une vérité de la palisse. Si vous replongez dans la Grèce antique ou le Moyen-Âge ou même la préhistoire, je crois que les philosophes l'ont établi depuis pour dire que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Donc l'environnement a certainement un impact réel sur notamment le cas d'Armel. Et il faut peut-être aller un peu plus loin. Au-delà de ce stress, peut-être de la difficulté de se faire soigner, il faut questionner le regard que nous portons sur elle. Vous avez vu la narration un peu épique mais émouvante de ce qu'elle a essayé un mariage qui n'a pas tourné ou bien qu'elle n'a pas été reçue par son beau-frère, ainsi de suite et autres. Je crois qu'il y a ces attitudes qui ont un impact certainement. C'est les médecins qui peuvent peut-être délimiter la proportion, peut-être, mais il est établi au plan psychologique et sociologique ou même simplement anthropologique que le stress joue dans le cas d'Armel. Parce que certainement, si vous questionnez sa conception du monde, elle se sent un peu diminuée, elle se sent un peu réduite dans son humanité, elle se sent limitée dans un certain nombre d'activités qu'elle ne peut pas mener, c'est-à-dire être épouse, normalement vaquer à des occupations, ainsi de suite et autres. Je crois qu'elle est dans une situation de réduction de l'humanité et qui peut même virer fatalement au trépas. Oui, docteur Ako, elle a semblé rencontrer le bonheur. Quand je parle de bonheur, c'est qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui a promis le mariage. Il s'est dit qu'il allait la prendre en charge et s'est débrouillé jusqu'à un niveau. Mais seulement, les circonstances n'ont pas permis à ce que les choses évoluent normalement. Même si à la fin, elle dit avoir été enceinte même du monsieur, qu'il a finalement abandonné. C'est un choc également pour elle. Il faut dire que je crois qu'on appelle souvent en psychologie un concept qu'on appelle le déclencheur. Je pense que la seconde pente aiguë qu'elle a dû arpenter, n'est-ce pas, pour ce problème a dû être cette déception sentimentale. Parce que à un moment donné, ça fait jaillir de l'espoir. C'est comme une voiture sur une pente qui subitement voit les freins coupés. Et là, vous n'avez rien devant vous pour vous arrêter à ce moment-là, parce que sa famille était déjà présente depuis toujours. C'est-à-dire, il n'y a aucun élément nouveau qui essaie de venir vous freiner. Et donc, ça traduit un peu toute la dimension psychologique et psychosociale, en fait, de l'obésité. C'est-à-dire, c'est pour ça que
l'environnement a aggravé ce problème. Comme le docteur dit tantôt, on est dans un système où on ne peut pas directement accuser quelqu'un, mais tout le monde est coupable et tout le monde est innocent. Mais dans ce cas précis, il faut noter que son environnement n'a pas aidé du tout. Quand les propres voisins du village se moquent d'elle, quand les frères ou la famille de son âme sœur qu'elle aurait trouvée, ne serait-ce qu'un instant, refusent de l'accepter, ça c'est aggraver le problème. Ça c'est lui donner l'impression qu'elle est anormale, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec elle et qu'elle n'est pas dans la norme de la société. Et quand on vous met en marge, vous ne pouvez pas être normal dans votre tête. Et la complication maintenant, c'est qu'on arrive justement à cette réaction où elle est obligée de manger parce que la nourriture est la seule chose qui ne la juge pas. C'est le seul endroit où elle n'a pas de reproche. Je pense que le plat de nourriture est plutôt très tranquille, de passer par la bouche et finir dans l'estomac et de suivre sa voie normale. Partout ailleurs, il y a tous des regards inquisiteurs sur elle et il faut dire que c'est peut-être le seul refuge qu'elle a. Maintenant, le problème a perduré et ça retraduit encore un esprit, malheureusement, quand vous allez observer chez nous, qui manque. Il y a un manque de solidarité généralisée. Vous voyez, la société a établi des normes et a plutôt tendance à développer ou à transformer certaines situations en risées. C'est-à-dire de faire que des gens peut-être soient des objets de rire, de moquerie, et non à l'inverse, de pouvoir dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. Maintenant, parler de la solidarité de l'État, c'est vrai. Vous imaginez qu'au Cameroun, on compte le nombre de psychologues diplômés au bout des doigts. Ça se compte. Et elle a besoin d'un accompagnement psychologique permanent. L'obésité est une maladie dont la prise en charge est chronique, c'est-à-dire elle est prolongée. Ce n'est pas une prise en charge de 2-3 jours d'une semaine comme un paludisme. Non. L'accompagnement ici doit être soutenu, renforcé, prolongé et multidisciplinaire, comme je le disais tantôt. Et il est vrai que une certaine mise en place des dispositions, par exemple gouvernementales, qui aideraient à prendre, sans poser la première question de est-ce que vous pouvez payer cet examen, aiderait beaucoup. Mais avant d'y arriver, il faut dire que nous souffrons cruellement dans la société camerounaise, et ce n'est pas le cas de la famille d'Armel seule, mais de tellement de familles que nous rencontrons tous les jours, de manque de culture médicale et surtout de la bonne orientation. Parce que cela aurait été, par exemple, la bonne décision aurait été prise, que les choses auraient peut-être pris une autre tournure. Elle serait tombée entre de bonnes mains que plutôt, même si on n'avait pas apporté une solution définitive, au moins on l'aurait mis sur la voie et l'impact psychologique aurait été moindre. De savoir que je dois faire 10 pas pour atteindre ma guérison, j'en ai déjà fait 4, j'en ai déjà fait 5. Honnêtement, elle se sentirait beaucoup mieux aujourd'hui. Et à la fin, on se dit, mais il ne faut pas, surtout le message qu'il faut qu'on donne à la famille aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une situation incurable. Tel que nous l'évoquons aujourd'hui, si on fait ce qu'il faut, il est très facile qu'elle retrouve son état de santé. D'accord, vous allez nous dire ce qu'il faut tout à l'heure, mais le temps de comprendre davantage que lorsqu'elle arrive, par exemple, à Douala, d'abord, elle voyage seule. Docteur Ako a commencé à expliquer, elle voyage seule, son fiancé vient après, ils se rencontrent, elle va à gauche, elle va à droite, on ne trouve pas d'espace pour l'accueillir. Tout ça, c'est une sorte de stigmatisation. Bien sûr. Oui, vous avez trouvé le mot juste. Je crois que ça va même au-delà des stigmates. Ce sont des stéréotypes parce qu'elles rentrent dans une catégorie atypique et spécifique. Et puis, je ne pense pas que ce soit une simple contingence parce qu'en principe, déjà, à son état, elle devrait être normalement accompagnée. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une raison particulière qui peut justifier le voyage en rang dispersé, ainsi de suite et autres. Ça peut relever également de ce que nous disons, une sorte de stigmatisation, une sorte de rejet feutré, peut-être de celle qu'il avait, qu'il prétend avoir comme épouse. Mais avant, je voudrais quand même que nous revenons quand même à une sorte de taxinomie des causes ou bien des facteurs. Si nous sommes d'accord que la situation d'Armel repose dans une dynamique multifactorielle, je ne pense pas qu'il faudrait aussi reconnaître la préséance de l'accompagnement psychologique sur le fait
médicale typique parce que nous ne savons pas de quoi elle souffre. Donc, je crois qu'il faudrait quand même qu'on s'accorde à reconnaître qu'il faille ou bien il aurait fallu qu'elle fasse des examens pour qu'on établisse soit le niveau, soit le degré, soit la propension de cette obésité. Le psychologue ne vient qu'en appui. Or, ce n'est pas l'inverse. Donc, on ne peut pas totalement charger parce qu'on aurait pu, tous les Camerounais du monde, par un élan de miséricorde, par un élan de philanthropie, ainsi de suite et autres, témoigner la sympathie à Armel. Je ne pense pas que ça apporterait la guérison. Le problème de fond, je crois que ça relève des spécialistes du domaine pour détecter, pour donner la thérapie et que l'accompagnement n'est qu'un regard social pour lui redonner vie, pour l'accompagner. Donc il y a quand même cette approche taxinomique qu'il faudrait quand même arrêter pour dire que c'est d'abord le médical, le psychologue intervient ensuite. Mais il m'a semblé un peu un dosage sureffréné du psychologique. Donc je voudrais également Docteur Ona, marquer... quel type de solution peut-on apporter à Armel aujourd'hui? Comme synthèse, la solution est multiple. C'est-à-dire plusieurs personnes doivent intervenir. Mais la place centrale du psychologue est là. Parce que même dans les obésités morbides, type alimentaire, juste sans lésion organique quelconque, hormonale, endocrinienne, le psychologue doit être, quand bien même nous sommes allés réduire l'estomac, faire la chirurgie bariatrique, tant que le psychologue n'est pas là, la personne va réallonger l'estomac et reprendre son volume. Donc il est dedans parce que c'est presque un problème psychologique qui peut tendre même à un problème psychique. Donc ça c'est une base de l'obésité. Quelle que soit la cause, quelle est une cause organique, c'est-à-dire une maladie quelconque qui engendre l'obésité, ou qu'elle soit sans cause et c'est à cause de la nourriture, il y a d'abord le psychologue. Donc il est dedans et c'est lui qui d'ailleurs fait appel aux autres. Ensuite, le biologiste, l'endocrinologue, et on met sur pied le diagnostic et l'ensemble, ils vont aller ensemble. Et comme il a dit, ici il faut s'assurer que ça va perdurer. On ne peut pas le régler en 1 an, en 2 ans. C'est pour ça, tous les autres spécialistes viennent et partent. Le psychologue est la veuve. C'est-à-dire quand on vient au deuil, après on rentre, la veuve reste à terre. C'est le psychologue qui reste à terre. Les autres viennent, ajoutent, font ce qu'ils ont à faire, partent, ils continuent à la recentrer, s'accepter, accepter le regard des autres. Vous voyez, ils vont en montagne parce qu'ils fuient le regard des autres. Ce n'est pas anodin. On fuit le regard des autres, on s'isole. Ils sont presque isolés de toute façon. Et puis ils s'isolent, et dans cet isolement, justement, il y a des affecteurs. On transfère l'affection ailleurs. Et l'ailleurs, là, c'est l'aliment. Ce qu'on trouve facilement, on met là. L'aliment devient le mari, l'ami, tout ce qui peut occuper le temps. Donc, mais nous devons retenir que si elle reste à l'hôpital avec nous, on va trouver la solution. Ça, c'est facile. Alors. Et peut-être on n'aura pas tous les artisans de la danse, mais le gros sera déterminé et on saura où aller. Docteur Hobson, si nous sommes tous d'accord ou a priori qu'il s'agit de l'obésité, quel est le type de traitement qu'il faut à Armel? Bon, tout d'abord, moi, l'approche orthomoléculaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est centrée sur l'homme. Ok? Moi, je pense qu'il y a un dysfonctionnement au niveau endocrinien. C'est le premier travail à faire. Bon, peut-être avec l'aide d'un endocrinien, on peut essayer de restaurer son système endocrine, le faire fonctionner normalement. Ensuite, il faut un diététicien. C'est qu'elle avale, comme je l'ai dit. Ton aliment doit être ton médicament et ton médicament doit être ton aliment.
Et cet aliment-là va permettre au corps de commencer à se soigner. Mais il faut un bon aliment. Un aliment orthomoléculaire, c'est-à-dire un aliment qui n'est pas créé par l'homme. Un aliment qui a été créé par la nature et qui répond aux exigences du corps. Et qui est là pour restaurer les fonctions homéostatiques du corps. La dernière chose, c'est le psychologue qui a un rôle central là-dedans. Parce que toutes les recherches nous montrent aujourd'hui que la plupart des maladies sont causées par des pensées négatives. Vous comprenez un peu? Par le stress. Donc, si notre ami psychologue veut se dédouaner, je dois lui rappeler qu'aujourd'hui, la science nous montre qu'ils ont un rôle incontournable dans toute maladie. Dans toute maladie, il faut un psychologue pour aider le malade, le patient à gérer le stress. Et le stress est responsable de près de 95% de maladies. Donc, on peut faire la corrélation là. Donc, moi, je veux dire, sur le plan purement biologique, on doit l'aider, l'accompagner, hein, au niveau de son régime. C'est qu'elle prend. Parce qu'elle peut prendre des choses tous les jours qui peuvent l'aider à restaurer le corps. Hein. Et maintenant, il faut un accompagnement. Il faut qu'elle soit motivée. Il faut qu'on lui donne un peu le sens d'une certaine... qu'elle se redonne une certaine valeur, hein, en tant qu'être humain. Qu'elle ne soit pas simplement stigmatisée, stéréotypée, comme notre ami le disait tout à l'heure. Bon, il faut qu'elle sorte un peu de ce cadre. On comprend bien que vous avez un rôle important à jouer. Non, la centralité du rôle du sociologue est là. Mais j'ai dit que dans la préséance des faits, il faudrait quand même circonscrire son rôle. Donc, je crois que comme l'image la plus marquante, c'est celle de la veuve. C'est-à-dire que le psychologue est au début pour dire aux patients que dans tous les cas, tant qu'il y a la vie, il y a espoir et que dans tout, vous restez un être humain à part entière. Mais ceux qui ont le bistouri, c'est ceux-là qui vont dire, c'est ce kyste-là qu'il faut enlever. Et une fois qu'on l'a enlevé, c'est au psychologue toujours d'accompagner pour dire que bon, le fait qu'on ait extirpé cet organe ne te diminue pas comme être humain. Et pour comprendre, je ne pense pas que les dysfonctionnements qui ont commencé à 3 ans, vous n'allez pas me convaincre sur le plateau qu'à 1 an ou bien 2 ans, elle était victime d'une dépression. Elle avait quel souci? Donc je crois qu'il y a quand même quelque chose de congénital au début, mais la transversalité, la permanence et la récurrence de l'intervention du psychosociologue, elle est évidente. Merci beaucoup. Nous sortons de l'émission. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, n'oublions pas que dans le déroulement de ce qu'elle a dit tout à l'heure, elle souffre déjà des complications de l'obésité morbide. Donc, il faut engager immédiatement déjà la prise en charge de ces complications en remontant à l'amont pour aller rechercher maintenant l'étiologie et endiguer le problème. L'hypertension et le diabète sont des maladies chroniques à vie. Donc, il faut déjà que ceux qui nous regardent comprennent que qu'elle retrouve un poids normal, elle est déjà dans une condition qui sera pérenne. Ouais. Donc, il faut qu'on engage ça et qu'on revienne dans le fait qu'il faut anticiper. Vous voyez, elle dit qu'elle a mal au dos, elle a mal au genou. Donc, on parle déjà d'autres choses. Mais je pense qu'il y a des solutions. Il y a des liposuctions, il y a des solutions chirurgicales, il y a des solutions médicales par des médicaments. Donc, il faut absolument qu'on la prenne dans cet ensemble de complications, étiologies, en n'oubliant pas qu'elle est déjà dans une situation de complications et que tout cela doit être pris ensemble d'un coup. Merci. Merci à vous. Nous sortons. Juste une seconde. Oui, juste une seconde. Je voudrais quand même faire une correction. Hein. L'hypertension et le diabète se soignent aujourd'hui. Hein. Il y a tellement d'avancement dans la science et la médecine. On le fait aujourd'hui. Donc, c'est juste une correction. Je pense qu'il faudrait que... Un débat de spécialistes. Non, ça se soigne. Ça se soigne complètement. Ça se soigne ou ça se ça se soigne complètement. On n'est pas dans un débat académique médical. Nous avons là où on fait le débat médical. D'accord. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus sur ce plateau et partager avec nos chers téléspectateurs, proposer des solutions qu'il faut pour Armel et d'autres personnes qui sont également dans la même situation. On comprend bien qu'il y a de l'espoir tant qu'on vit et avec le cas d'Armel et surtout ceux qui nous regardent en ce moment, il y a donc possibilité de faire un geste pour l'accompagner dans la prise en charge de cette pathologie qui l'arrange, si nous sommes tous d'accord qu'il s'agit bien entendu de l'obésité. Alors, nous allons marquer une pause, une énième pause de ce programme. Question de recevoir juste après Irène Tembe, ça va être un cas social. Vous aurez également le cas de dire un mot pour ceux qui sont à la maison, de pouvoir contribuer aussi parce que ce sont des contributions qui accompagnent justement vers la guérison de tous les cas qui sont proposés sur ce plateau.
arrêté toutes mes occupations parce que je ne peux, il n'y a plus moyen. Je me lève comme ça, je lave, je lave les assiettes. J'essaie, il ne peut même plus laver ses habits. Il passe tout son temps à crier toute la nuit. Même son nez, ses narines sont bouchées, il ne parvient même plus à respirer normalement. Donc son état nous inquiète beaucoup. Il se battait, même il sortait dehors. Mais il ne parvient plus parce que ça n'allait plus, ça ne donne plus. Même le poids, il a trop perdu le poids à cause de sa maladie. Le père ne peut plus rien, il ne connaît même plus comment il peut faire. Nous sommes dépassés, nous sommes même endettés. La vie est morose dans la famille de maman Marguerite. Son fils, Paul Gervais Bassonok, est souffrant. Il est souffrant depuis plusieurs mois. Ça me fait de la peine parce que c'était un ami.
Le diagnostic a-t-il vraiment été posé pour espérer avoir une idée du mal qui gangrène la vie de Paul Gervais? Moi-même, je suis dépassé. Tout le monde, je suis dépassé. Je ne sais plus. Au premier temps, j'étais à l'hôpital. La médecin m'a dit que c'était le médecin m'a dit que c'était le kyste. Je suis encore reparti pour une deuxième fois. On me dit que c'est les ganglions. Je suis parti encore pour une troisième fois. On me dit que c'est le goitre. Maintenant, je pars encore pour une quatrième fois. Le docteur me dit que c'est le tumeur. Moi-même, malgré ce que mes parents ont déjà dépassé, je suis déjà dépassé, je ne sais plus quoi faire. Même mes parents, il n'y a plus les moyens. Nous sommes là. Ma famille est déjà abattue. Eux-mêmes, ils sont déjà dépassés. Ils savent où commencer pour vraiment trouver la solution à mon problème. Il m'avait dit qu'on avait trouvé les kystes, après le ganglion, après... Et voilà donc le cas de Paul Gervais qui souffre d'un mal de gorge. En tout cas, on parle bien entendu d'une tumeur. De toute façon, les spécialistes nous diront davantage après les examens qui vont être engagés. Mais seulement avant ça, il faut davantage le soutenir. Et comme nous savons que vous êtes toujours prompte à le faire, nous vous disons déjà merci. Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Le cas de Paul Gervais vient d'être présenté encore. Tout à fait, le cas de Paul Gervais vient d'être présenté et nous avons eu des contributions à son encontre. Bienfaitrice, 5 000 francs. Madame Mundi Catherine, 2500. Kemela Delon, 2500. Une bienfaitrice à Yaoundé, 5 000. Famille Fentan à Niala, Cité Chirac, 5 000. Michel Fouedieu, 5 000. La famille Fong à F Village, 10 000. Une bienfaitrice, 1000 francs. Une inconnue, 5 000. Francis Ganguet, 5 000. Une bienfaitrice, 4 000. Bienfaiteur d'un consamba, 1000 francs. Un fou, 3 000. Kango François, 10 000. Charles, 5 000. Anne-Marie Mbaga, 2 000. Un fou, 3 000. Ibrahima, 3 000. Madame Bojo Paulette, 5 000. Madame Yakam Bénédicte, 5 000. Famille Capé Pascal Pierre, 5 000. Charles Congo, 5 000. Bienfaitrice, 1000 francs. Bienfaitrice, 1000 francs. Fouolifac André, 500. Christian Epaulet, 1000 francs. Un enseignant au littoral de un enseignant au LT de Balexine, 5 000. Geneviève Koum en France, 50 000. Anonyme, 60 000. Une bienfaitrice de Bonandome Bokem Aloum, 5 000 francs. Une famille, 6 000. Ngomarop Régine, 2500. Une bienfaitrice, 10 000. Dame apostolique de Yaoundé, 20 000. Donateur anonyme, 100 000. Serge Thierry de Yaoundé, 50 000. Madame Lassie Louise, 10 000 francs. Bienfaitrice, 2500. Maman Rachel de Bonabéry, 10 000. Divine Gango, 2500. Famille Meyeke de PK 18, 5 000 francs. Une chrétienne, 1000 francs. Mabo Ubien, 2 000. Willy Jackson Chankou, 10 000. Une chrétienne, 1000 francs. Bienfaiteur de Bouddha, 5 000. Arnaud, 1500. Achirin J. Stanley, 3 000. Honoré de Yaoundé, 4 000. Famille Meyeke de PK 18 à Douala, 5 000. Bienfaiteur, 3 000. La famille Bouma, 5 000. La famille Siake Serge, 2500. Bienfaiteur anonyme, 25 000. Maman Jeannette, 1500. La famille Tia Simon de Kribi, 7 000. Léger Castre Becam, 3 000. Bienfaitrice, 2500. Kémonye Nardine, 3 000. Bienfaiteur, 3 000. Camdem Christophe depuis Garoua, 25 000. Bienfaitrice, 2 000. Madame Zetsa, 1000 francs. Famille Tia Sylvestre, 10 000. Famille Pouffon de la Guinée équatoriale, 5 000. François Takou, 10 000. Bienfaiteur, 3 000. Madame Mandon de la France, 30 000 francs. Ce qui nous donne un montant pour le cas de Paul Gervais d'une somme de 532 000 francs CFA. Merci. Merci déjà à ceux qui ont contribué et ceux qui vont continuer de faire le geste. Tout à fait.
Les contributions continuent au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran au 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. N'oubliez pas de nous faire parvenir un message pour nous signaler votre don. Merci. Alors, il y a déjà des contributions pour Armel. Vous avez noté quelques contributions pour Armel également. Donc, nous disons déjà merci à ceux qui ont commencé à le faire. Oui, nous avons eu des contributions pour le cas d'Armel qui est passé tout à l'heure sur le plateau. Bienfaitrice 5 000 francs, Feu Game 3 000, Noumsi Fabrice 2 500, Famille Diotier de Yaoundé 5 000, Anonyme 5 000, Association des femmes émancipées 11 000, Ngalé Rolé Massango de Boya 5 000, Bienfaiteur 3 000, Gadius Ndjifo de Yaoundé 2 000 francs, Salomon Noubouro 1 000 francs, Famille Djenefo 5 000 francs. Il faut signaler, Flavien, que les contributions continuent et nous n'avons pas pu noter toutes les contributions. Nous reviendrons la semaine prochaine avec la liste des différentes contributions pour le cas d'Armel. Merci à vous, Irène Tembe. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné à réaliser cette autre édition. Georges Mitterrandam, Eric Ouattad, Séverin Chouban, Cédric Chouna, Dani Ouharine Zedeke, le réalisateur de ce programme, Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social également. Et puis le public qui est là tous les jeudis, comme tous les jeudis soirs. Je suis Flavien Dongo. Madame, monsieur, bonsoir.